que justement, les États se donnent. L'idée, c'est pas d'avoir un Big Brother qui contrôle ce qui se passe, mais c'est juste que le public, incarné par les États, c'est pour ça que je parle pas du gouvernement, je parle vraiment des États, je parle du public, qui a un droit de regard sur les données possédées. Je pense déjà, mais le plus gros problème pour moi, c'est quand des institutions adhèrent à ces théories du complot-là. Puis au Canada, c'est, à mon sens, les données qui sont possédées par les partis politiques devraient être sur les Canadiens. Et on passe pas juste à Facebook et à Twitter, on passe à Airbnb, on passe à Uber. Bon, ils pourraient les États pourraient demander un droit de regard sur les données qui sont possédées par ces entreprises-là, parce que ce sont des données sur les Canadiens. Un peu de données, puis justement, là, ça a quand même une grande influence sur le monde des médias, surtout actuellement. Et puis, ça a l'air d'un enjeu qui vous tient quand même beaucoup à cœur dans les métiers que vous pratiquez, évidemment. Et dans votre optique, depuis quand est-ce que vous considérez que le numérique, ça pourrait amener certaines problématiques chez les médias? Depuis quand ça a comme pris une envergure qui est très grande? Bon, comme toute technologie, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je pense que ça a de grands bienfaits, le numérique, c'est clair. Là, depuis 1994 que que je publie, que je diffuse l'information sur le web et tout. Mais oui, on voit que ça, comme toute technologie, ça a des effets délétères. Et puis, c'est ça, il y en a plusieurs. La désinformation, c'est peut-être le plus grand. C'est peut-être le plus grand préjudice que le numérique en général, mais surtout, c'est les réseaux sociaux numériques en particulier, là, qui favorisent la diffusion de cette désinformation-là. Alors, comment la combattre? Et puis, c'est en même temps qu'il y a eu cette montée de désinformation-là. On a assisté, je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais il y a une corrélation entre la baisse des revenus aussi des médias plus traditionnels durant les 10-15 dernières années. Alors moi, c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver une façon de mieux financer la production d'informations de qualité, d'informations dans l'intérêt public, dans l'information de tous les citoyens et citoyennes du Québec, du Canada. Là. Et puis bon, c'est ça. Là, on peut plus, le bon vieux modèle d'affaires des médias privés qui était de se financer grâce à la publicité, c'est ça. Il ne fonctionne plus. Il a été repris d'une meilleure façon là, par Facebook, par les réseaux sociaux. Puis je veux dire, faut leur donner ça. Là. À Facebook, ils ont réussi. Parce qu'en Facebook, 98,5% de ses revenus, de son chiffre d'affaires, c'est des ventes de publicité. C'est tout. Là. Ils ont vraiment repris le même modèle d'affaires des bons vieux médias. Là. Ils attirent notre attention et ils vendent de la publicité en retour. C'est juste que c'est ça. Ils sont capables de vendre de la publicité un peu plus ciblée pour vendre des publicités donc beaucoup plus qui répondent beaucoup mieux là, aux besoins là, de leurs clients. Alors, donc, pas question de remettre la pâte à dents dans le tube. Je veux dire, c'est très correct. Mais là, il faut reconnaître qu'une partie de ces revenus publicitaires-là sont générés grâce au contenu des médias d'information. Hein? Facebook attire notre attention de toutes sortes de façons avec ce que nos amis font, ça c'est correct. Mais, et puis ça, il y a des études aussi qui l'ont démontré dès le début là, dès le moment où Facebook a cherché à croître là, vers la fin de la décennie 2000, Facebook a tendu des perches aux médias. Il voulait offrir des contenus un peu plus sérieux, un peu plus solides. Il ne voulait pas juste permettre aux gens de... Tu sais, c'est bien beau là, de partager des photos de petits minous, là, mais ils savaient là, que ça ne durerait pas et qu'ils avaient besoin de contenu un peu plus sérieux. Ils ont tendu des perches donc auprès des médias d'information. Ouvrez vos pages sur Facebook, diffusez vos contenus sur notre nouvelle plateforme. C'est gratuit, puis ça va vous amener des clics vers vos site web où vous pourrez vendre de la pub. Donc, au départ, c'était gagnant-gagnant. Tu sais. Les médias déposaient volontairement leur contenu dans Facebook. Facebook faisait un peu de publicité avec ça et il y avait des clics vers les pages des médias. Et les médias aussi, ils trouvaient leur compte. Mais au fur et à mesure que Facebook a cru, donc, depuis, c'est ça, dans les 10-15 ans qui ont suivi, là, le deal initial n'était plus viable, n'était plus équitable pour les médias d'information, puisque même s'il y avait beaucoup de trafic sur les pages web qui arrivaient, les médias ne pouvaient plus vendre la pub que les médias vendaient sur leur page web ne valait presque plus rien, puisque c'était pas mal plus efficace de faire de la pub à travers Facebook.
Donc ça, c'est ça. Faudrait que Facebook le reconnaisse. Puis moi, c'est ça, ce que j'ai fait dans les dernières années, c'est de mesurer, grâce au contenu des médias, Facebook fait combien d'argent. Alors, depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2020, là, sur cette période de 2 ans et demi, j'ai calculé que Facebook a fait à peu près 318 millions de dollars aux Canadiens, là, au Canada. Quand même. Sur une période de... Quand même, mais c'est juste... c'est 5 ou 8 il faudrait que je relise, je n'ai pas relu récemment, mais c'est quand même entre 5 et 10 de ses revenus, de son chiffre d'affaires au Canada. Je ne dis pas que l'ensemble de cette somme-là doit être redistribuée aux médias canadiens, mais il y en a une partie. Peut-être la moitié, peut-être un peu moins, mais enfin, il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait que Facebook fait des efforts et Facebook reconnaisse ça, cette contribution-là des médias et finance certaines initiatives dans le monde du journalisme, mais c'est très, très peu par rapport à l'argent qu'ils font grâce au contenu journalistique. Donc, il y a ça. Je pense qu'il y a une partie de l'information, quand je dis qu'il faudrait réglementer ou qu'il faudrait, enfin, il faudrait oui, que des choses dont j'attends de l'État, c'est qu'il favorise une redistribution des revenus de Facebook et d'autres médias sociaux là, qui font également de l'argent grâce à de l'information là, aux producteurs de cette information-là. Mais c'est pas ça qui va payer le lunch des médias. C'est pas ça qui va faire en sorte que les médias vont faire beaucoup de sous, vont pouvoir se refinancer. Il y a d'autres sources de financement. La pub existe encore un peu. À mon sens, il y a auprès des fournisseurs d'accès à Internet où il y aurait des redevances qu'on pourrait également aller chercher. Puis il y a de la philanthropie. Il y a le public lui-même qui paye, peut-être, oui, pour s'informer. Donc, c'est le modèle d'affaires des médias, à mon sens, va devoir se diversifier. L'équation là, des revenus des médias ne peut plus être faite que de publicité. OK. Mais c'est ça que je me demandais, là, parce qu'on l'a vu comme par exemple avec Groupe Capital Média, là, que eux, ça a vraiment été difficile justement parce qu'avec la publicité, puis eux, ils ont pris un autre modèle d'affaires. Mais selon vous, est-ce qu'il y a un retour à avant de simplement un média qui se finance avec seulement la publicité, ça ne serait pas possible? Je crois pas que ça va être possible parce que ça a mené à d'autres dérives aussi. Tu sais, justement, le rétrécissement, la diminution des revenus publicitaires des médias, ça les a poussés dans les dernières 10 ans à presser le citron des revenus publicitaires et à adopter des pratiques qui sont très, très discutables pour moi. Tout le mouvement du clickbait, tu sais, des médias comme BuzzFeed, comme The HuffPost, là, qui ont émergé à partir de 2005 et dans les années suivantes. Ben c'est ça, c'est du clickbait parce que c'était sur des clics que les médias faisaient des revenus. Je suis pas sûr que le public soit très bien servi par ce genre d'informations-là. On voit aussi beaucoup de publicité native. Donc ça, c'est des formes de publicité. On le voit donc dans la presse plus, c'est des formats qui s'appellent extra. Dans le Devoir, c'est ils appellent ça des BIS, BIS. Puis du paid, comment ça s'appelle, du contenu commandité, le sponsored content en anglais. On voit ça à gauche et à droite dans différents médias. Ça rapporte beaucoup plus qu'une publicité traditionnelle, mais ça rend plus flou les limites, les frontières entre le contenu journalistique qui est fait dans l'intérêt du public, puis le contenu publicitaire qui est fait dans l'intérêt d'un annonceur. Là. Donc, ça aussi, c'est pas ça qui va faire en sorte que le public va regagner confiance dans le travail des médias. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, là, il y a une grosse crise de confiance. Pas juste une crise des revenus, il y a une grosse crise de confiance aussi envers les journalistes. Tout ça est à reconstruire, à rebâtir. Puis est-ce que vous considérez que le fait que le public ait perdu confiance dans les médias, est-ce que c'est un peu en lien avec tout ce qui se passe? Puis là, on a parlé beaucoup de désinformation, les fake news, c'est vraiment à l'heure actuelle. Là, donc, j'imagine que ravoir la confiance des médias, là, c'est pas gagné. Non, effectivement, c'est pas gagné, mais je pense que c'est ça, c'est juste de pas lâcher, de continuer à faire du bon travail, de la bonne job. Je fais confiance dans l'intelligence des gens. Tu sais, vous parlez de réglementation. Donc, une question qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il faudrait réglementer ce qui circule dans les réseaux sociaux? Il y a des gens qui promeuvent ça.
Je ne suis pas certain. Je fais confiance à l'intelligence des gens. À long terme, là, je pense que c'est plus dommageable pour moi de censurer, enfin, bon, des entreprises privées comme Facebook peuvent censurer, peuvent dire qu'elles sont chez elles. Quand on utilise Facebook, il faut respecter les règles des entreprises privées dans lesquelles on intervient. Là. Donc, c'est correct que Facebook limite, bloque le site même du président américain. Il aurait peut-être pu, si c'était Joe Blow, il l'aurait fait depuis bien longtemps, là, mais parce que c'est le président des États-Unis, ils ont attendu là, jusqu'à hier, jusqu'à ce matin même, en fait, pour bloquer indéfiniment son compte. Donc, c'est ça. Puis il y a d'autres. Puis au Canada, on a aussi déjà des lois qui nous imposent des limites à ce qu'on peut dire. Dans le code criminel, la diffamation est bien encadrée, puis les propos haineux aussi sont bien définis puis interdits. Donc, s'il y a de la réglementation à y avoir, c'est plus dans un partage de revenus, justement, là, qui, selon moi, va permettre justement de faire en sorte qu'il y ait des travailleurs de l'information, des professionnels de l'information qui vont continuer à travailler dans l'intérêt public. Puis, il faut dire aussi qu'une partie de cette perte de confiance-là, elle prédate l'arrivée des médias sociaux et du numérique. Des chercheurs comme Noam Chomsky l'ont bien décrit par la trop grande dépendance des revenus envers la publicité. Ça faisait en sorte que les médias étaient souvent accusés d'être des véhicules de promotion pour leurs propriétaires ou pour leurs grands annonceurs ou pour le capitalisme de façon générale. Alors, justement, de diversifier les sources de revenus des médias, je pense que ça va faire en sorte qu'ils vont peut-être travailler davantage pour leur public. Puis c'est pour ça, vous parliez de Capital Média, je trouve ça très intéressant comme formule. Donc, les 6 quotidiens de Capital Média, Le Soleil, Le Nouvelliste, bon, vous les connaissez, sont tous devenus des coopératives de travail à la fin de l'année 2019. Et ça, c'est pas des coopératives de travailleurs, ils sont devenus des coopératives de solidarité. Ce ne sont pas des coopératives de travailleurs. Bien sûr, les employés en font partie, mais il y a aussi des stakeholders, des parties prenantes dans leur communauté qui peuvent faire partie de la coopérative. Des groupes communautaires, des gens d'affaires, des élus. Donc, ça fait en sorte que les médias doivent doivent rendre des comptes aussi à leur communauté davantage. Donc, je trouve que c'est un modèle super intéressant qui, à mon sens, faudrait voir à l'usage, mais j'ose espérer que ça va faire en sorte que le journalisme dans ces médias-là va être davantage à l'écoute de son public. Tantôt, vous dites que on doit faire un peu confiance à l'intelligence des gens, à leur discernement, mais quand même, ça reste que le numérique puis les renseignements personnels, on peut se faire un peu biaiser par ça à certains aspects. Est-ce qu'à un certain point, on peut considérer que la population, elle est peut-être tout simplement pas assez informée sur le sujet puis sur l'entièreté du concept? Mm-hmm. Oui, ben c'est ça. Qu'est-ce qui fait que des théories du complot sont populaires, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que c'est une forme de radicalisation, hein? Puis effectivement, si c'est ça, ces théories du complot-là sont reprises dans des réseaux où il y a Madame Tout le Monde, Monsieur et Madame Tout le Monde qui se trouvent là, ben c'est plus facile pour Monsieur et Madame Tout le Monde, les gens que vous connaissez, qu'ils soient exposés à ça, puis que peut-être qu'ils mordent à cet hameçon-là, et tranquillement se radicalisent. Donc, je pense déjà, mais le plus gros problème pour moi, c'est quand des institutions adhèrent à ces théories du complot-là. Puis c'est ça qui est arrivé aux États-Unis. Ce sont des élus, c'est le Parti républicain, Donald Trump en tête, qui ont adhéré aux théories du complot, à QAnon, puis qui ont donné de la légitimité à ça. Et qui ont fait... Donc, tu vois, si ça aurait pu... Ces théories du complot-là auraient pu circuler sur les réseaux sociaux sans être relayées par des gens de confiance, donc des institutions, des élus et des médias, tu sais, comme Newsmax, comme Fox, comme OAN, One America Network, des Trump Media. C'est tout ça qui a plutôt légitimé ces discours-là que les médias sociaux eux-mêmes. Tu sais. Je pense qu'il faut faire la différence entre
contenant et l'émetteur, les gens qui Dessus. relaient ces contenus-là. Là. Alors, c'est pas, le problème, c'est pas le contenant, donc c'est pas les réseaux sociaux eux-mêmes. C'est vraiment les émetteurs et la légitimité qu'ils ont. Et donc, ils ont pensé se faire du cash, se faire du capital politique en relayant ces théories du complot parce que les gens y croyaient. Mais s'ils avaient mis leur culotte, s'ils avaient pris leurs responsabilités dès le départ en ne les relayant pas, ça ne sera pas arrivé. Puis on le voit ici, il y a très peu d'élus au Québec, au Canada, qui partagent ces théories du complot-là, mais je suis un peu inquiet parce qu'on commence à voir ça dans les derniers mois. On a vu là, Maxime Bernier adhérer à ça. Pierre Poilievre, un élu conservateur de la région d'Ottawa, également adhéré à ça, à la théorie du Great Reset. Wow, attends un peu, là. Juste parce que tes constituants, tes commettants croient à quelque chose qui est complètement farfelu, tu vas y croire aussi juste parce que tu veux plaire à tes électeurs. C'est très, 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 très dangereux, puis on l'a vu hier, pourquoi. Là. Puis on avait un petit dernier volet financier, mais on en a quand même parlé un petit peu à travers les questions là, quand on a passé, par exemple, comment les médias devraient se financer, comment est-ce qu'ils pourraient rétablir la situation. Mais il y avait un point intéressant là, que vous aviez mentionné tout à l'heure, puis un de vos articles qui parlait notamment de ça, que justement, les GAFAM, mais surtout Facebook, se faisait quand même une proportion d'argent qui a été créée par les médias techniquement, des montants qui sont quand même assez considérables. Puis on l'a abordé un petit peu, mais qu'est-ce qui fait que justement les médias ne sont pas en mesure de peut-être toucher à cet argent-là ou est-ce qu'ils y touchent d'une certaine manière? Qu'est-ce qui fait que justement il y a comme un s'enrichit super gros puis l'autre a de la misère à survivre dans un sens? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Au début, l'entente entre Facebook et les médias était équitable. Elle rapportait de l'argent aux médias. Facebook amenait du trafic sur les sites web des médias qui vendaient de la publicité sur leur site web en retour. Mais voilà, ces revenus publicitaires-là n'ont jamais cessé de baisser depuis les 10-15 dernières années, alors que les revenus de Facebook, eux, ont cru de façon phénoménale. Et c'est là que voilà, Facebook, grâce au contenu, que même si les médias les soumettent volontairement à Facebook, les publient volontairement dans leur page Facebook, à mon sens, il y aurait Facebook fait une partie de ses revenus grâce à ces contenus-là et devrait en retourner davantage aux médias. Est-ce que la solution pourrait être que les médias cessent d'utiliser Facebook? Non, c'est pas. On ne peut pas reculer dans le temps. Là. On ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube, dans le proverbial tube. Mais c'est un peu comme l'autre exemple que je donnais. Il y a un parallèle qu'on peut faire. On peut se demander alors à quoi bon continuer ça. Pourquoi à ce moment-là Ah oui, un argument que j'entends souvent, c'est pourquoi Facebook devrait verser une partie de ses revenus aux médias alors qu'eux-mêmes volontairement publient leur contenu dans Facebook. Ben, c'est une question de droit d'auteur. C'est un peu le même principe que la musique dans la bonne vieille radio. Avant, l'industrie musicale envoyait des disques aux radios. C'est l'industrie qui les envoyait, qui donnait ces disques-là aux radios pour qu'elles les fassent tourner. Ça leur faisait évidemment de la promo, puis la radio, les stations de radio avaient du contenu à diffuser. Mais les radios étaient quand même obligés de payer des droits d'auteur à ces compagnies de disques-là et à leurs artistes en bout de ligne. On a élaboré des mécanismes dans le passé pour que tout le monde ait sa part du gâteau, si vous voulez. Là. Au fur et à mesure, quand des technologies, c'est pas nouveau là, que des technologies apparaissent dans le paysage. Donc, je vous donnais l'exemple de la radio, mais c'est ça, quand les radios ont été créées, quand les disques sont apparus, quand l'industrie musicale s'est mise à vendre des disques, on a donc établi des mécanismes pour faire en sorte que tout le monde fasse de l'argent, autant les diffuseurs, les émissions de radio, que les producteurs, que les compagnies de disques et que les artistes eux-mêmes en bout de ligne. Quand le câble est apparu un peu plus tard au 20e siècle, pour faire en sorte que lorsque les Québécois et les Canadiens qui s'abonnent au câble n'aient pas que des émissions américaines, là, on a dit aux compagnies de câble, en plus des taxes de vente régulière, vous allez ajouter un 5%. Vous allez charger 5% de plus à vos clients. Et ce 5%-là, on va le mettre dans un pot, dans un fonds qui s'appelait le fonds des câbleaux avant, qui aujourd'hui s'appelle le fonds des médias. Et cet argent-là a servi, donc depuis une trentaine d'années, à financer la production télévisuelle d'ici.
canadienne pour faire en sorte, donc, et c'est ce qui a fait en sorte que la télévision qu'on a regardée là, depuis pendant toute la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle, mais ça nous a ressemblé. Là. C'était des productions canadiennes. Alors, voilà, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On pourrait élaborer le même genre de mécanisme aujourd'hui. Et tout à l'heure, je disais qu'on pourrait aussi imposer des redevances sur l'accès à Internet. Ben oui, je pense que oui. Pourquoi on s'abonne à Internet? C'est pour faire un paquet d'affaires là, avec nos appareils, avec nos ordinateurs. Mais il y a une partie des raisons qui nous poussent à s'abonner à Internet et à prendre un forfait de données qui n'est pas donné sur nos téléphones cellulaires. Parce que c'est une partie de ce qu'on paye ça, c'est pour s'informer aussi, pour savoir ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est peut-être pas 5% qu'il faudrait imposer sur l'abonnement Internet et les forfaits de données. C'est peut-être moins. 2%, 2,5%, 1% à voir, mais je veux dire, j'ai calculé qu'avec 5%, juste en 2018 ou 2019, si on imposait 5% des revenus des compagnies de téléphone canadiennes, Bell, Rogers, Vidéotron, sur juste leurs abonnements Internet et juste leurs forfaits de données, 5% ça aurait récolté plus d'1 milliard de dollars. Alors, là aussi, il y en a de l'argent. Et ça aurait servi à financer pas juste l'information, mais aussi la musique, la culture, qui souffre également là, hein, du numérique. Là, Donc, c'est ça, le gâteau. Tantôt, je disais qu'il faut... Tout le monde y avait sa part. Le gâteau était mieux partagé. Le gâteau du numérique est très, très mal partagé, malheureusement. Et c'est ça, je pense, qui est important. Il y a les producteurs de contenu, les artistes, les journalistes, les gens qui produisent l'information, les revenus ne percolent plus jusqu'à eux comme ils pouvaient percoler avant. Il y a des gens qui font de l'argent, les compagnies des fournisseurs d'accès Internet, donc les fournisseurs de bande passante, hein, les compagnies de télécommunications font des revenus phénoménaux au Canada et les GAFA font des revenus encore plus importants. Voilà, il y a des revenus. Donc, c'est pas une question de technologie, c'est une question de partage de la richesse, tout simplement.